Bon, l'obésité de l'enfant, hein, c'est un problème de santé publique, hein, parce que vous savez que le nombre d'enfants obèses ou en surpoids a doublé en 10 ans. Et en France, un enfant sur 5 est concerné, entre 3 et 17 ans. 14% des enfants sont en surcharge pondérale. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on distingue les deux. Et puis 4% sont obèses. Donc il y en a en France à peu près 2 millions en surpoids ou obèses. Alors ceci touche un peu plus les couches plus défavorisées, parce que 25% des enfants obèses sont dans les milieux défavorisés, hein, avec le risque majoré de persistance de cette obésité à l'âge adulte. Et c'est pourquoi je passerai la parole après au docteur Rodier, qui est médecin adulte, qui s'occupe de l'obésité au CHU de Carimo, hein, avec des complications précoces déjà dans l'enfance, mais aussi qui peuvent persister, voire se compliquer à l'âge d'adulte. Alors tout ça, pourquoi? Parce qu'on a vu, vous avez vu, des années 70, on parle de David Bowie hier, hein, et puis vous avez l'enfant qui est des années actuelles. Alors en gros, les enfants actuels, ils sont plus exposés aux écrans. Comme vous voyez, ils écoutent la musique tous les jours, il y en a 70%. Télévision, un enfant sur 3. Ils lisent très peu, ils sortent beaucoup le soir. Je viens de sortir d'une réunion sur les addictions, et on m'a dit que 50% des adolescents ont une cuite par semaine. C'est quand même beaucoup de calories, tout ça. Voilà. Et puis, donc vous voyez que l'obésité, dans les années 70, où on lisait beaucoup, on sortait moins, on a plus de temps de faire du sport que d'avoir des choses qui sont plutôt des divertissements de tablettes, hein. Vous avez que 3% dans les années 70 d'obésité, et actuellement, on est à 18%. Donc le mode de vie a changé. Alors ici, c'est un peu infect comme diapositive, mais regardez juste ça. Donc ça, c'est des études en France qui regardent la prévalence. La prévalence, c'est le nombre total de cas dans la population. Et on voit que dans les années 70, vous voyez, il y a 3% de personnes qui sont en surpoids ou obèses. Et puis, plus le temps avance, les études montrent que ce pourcentage-là augmente, et on arrive actuellement au chiffre tout en haut, qui est de 16%. Maintenant, si on regarde dans les régions de France, alors toutes les régions, c'est en fonction des couleurs, montrent la prévalence qui est plus ou moins importante, et on voit que l'Île-de-France, la Picardie, et puis nous sommes dans les prévalences les plus élevées de France. Alors comment on détermine si quelqu'un est en surpoids ou obèse? Pour ça, il faut faire un index qui s'appelle l'index de masse corporelle, ou en abréviation on dit IMC. IMC, c'est le poids en kilogrammes divisé par la taille au carré et au mètre carré, hein. Voilà. Et quand vous faites cet indice-là, on a des abacs pour savoir si on reste dans la normalité ou on sort des normes. Alors, chez les enfants, contrairement à l'adulte, comme la croissance est en évolution, on doit se référer selon l'âge. Et le sexe, bien sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes prédispositions selon le sexe. Donc ici, ainsi vous avez des courbes comme ça. Il y a une courbe de IMC chez la fille, que vous voyez là, ou il y a une autre courbe chez les garçons, avec des normes différentes. Donc vous voyez ici, la zone de corpulence normale est ici, de IMC, hein. Donc vous voyez, normalement ici c'est la moyenne. Mais vous avez aussi ceux qui sont un peu plus enveloppés que d'autres, qui sont plus maigres, hein, dans la population. Mais dans cette zone-là, c'est normal. Et quand vous sortez de cette zone-là, vous êtes en surpoids ou en obésité. Alors, jusqu'à
cette limite-là, vous êtes en surpoids, et une fois qu'on a dépassé cette limite-là, on est dans la zone d'obésité morbide. Hein. Et donc, pour vous illustrer qu'il faut regarder selon l'âge, parce que vous voyez, la courbe de l'adulte, ça s'arrête là. Hein, la courbe de l'adulte, et ça s'arrête là, alors que l'enfant, jusqu'à 18 ans, ça va un peu plus haut. Hein. Donc, ça, c'est très important, en consultation, de reporter de calculer cette IMC et mettre dans le carnet de santé. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, quels sont les facteurs de risque des enfants qui vont faire de l'obésité ou du surpoids? Le premier, le plus important, c'est les antécédents familiaux de surpoids ou d'obésité. Et surtout, quand la mère a du surpoids en âge de procréer ou quand elle est enceinte. Parce qu'on dit qu'une maman qui était en surpoids, elle va laisser une empreinte génétique, épigénétique, de stockage des graisses à l'enfant. Hein. Également, le diabète gestationnel. Quand une femme a un diabète gestationnel, ça veut dire que la grossesse déséquilibre l'équilibre glycémique, et ce qui fait que la femme a des taux de glycémie un peu plus élevés. Et là, elle va sécréter beaucoup plus d'insuline pour régulariser son taux de sucre. Et là, l'enfant va avoir une hyperglycémie, et l'enfant également va sécréter de l'insuline, et l'insuline va servir à stocker aussi de la graisse. Voilà. Donc, le diabète gestationnel prédispose également pour l'enfant à l'obésité. Bien sûr, il y a la dysalimentation maternelle et fœtale. Ce que la maman mange a une influence directement sur le devenir de l'enfant. Je vous expliquerai ça après. Bien sûr, l'enfant qui est né d'une mère qui a le diabète gestationnel, il est macrosome. Ça veut dire que comme il sécrète beaucoup plus d'insuline pour juguler le taux de glycémie qui est élevé dans le sang, il est sorti avec 4 kg ou plus. Voilà, ils sont macrosomes. Voilà. Mais le contraire existe aussi. Ça veut dire que si l'enfant il a un petit poids de naissance, eh ben, pendant la grossesse, il fonctionne déjà sur le mode de conserver ce qu'il mange, les apports de calories. Donc ceux-là aussi, quand ils sont nés, ils ont aussi une tendance à l'obésité. Donc les deux extrêmes existent. Voilà, le rebond d'adiposité précoce, je vous expliquerai après. L'autre, c'est la précarité du milieu. Bon, les précarités sur le plan matériel, sur le plan affectif ou sur le plan éducatif. Ça, c'est un peu évident, hein, parce qu'un enfant qui reste toute la journée devant l'écran et qu'il est angoissé, eh bien, bien sûr qu'il va manger. Hein. Voilà. Et puis, vous savez que dans les milieux défavorisés, on achète plutôt des choses dans les supermarchés qui sont de moins bonne qualité. Donc, quand c'est moins bonne qualité, c'est plus gras. Hein, plus gras, plus sucré. Voilà. Et les facteurs nutritionnels, donc je viens de vous dire, hein, manger trop sucré, trop salé, déséquilibré, hein, et les enfants qui sont sédentaires, qui ne bougent pas assez. Hein. Il y a un autre facteur de risque qui est l'adoption, parce que les enfants, ils ont déjà acquis une certaine habitude, peut-être déjà le stress, hein, d'être ballotté d'un milieu à l'autre, et aussi l'alimentation qu'on ne sait pas, qui viennent de l'orphelinat dans les autres pays. Donc, les facteurs importants, c'est l'hérédité, hein, surtout le poids de la mère, d'accord, les problèmes d'alimentation pendant la grossesse et après, hein, les facteurs nutritionnels, la précarité du milieu et l'activité physique insuffisante. Alors ici, donc quand vous regardez sur la courbe de l'IMC, vous voyez qu'au début, l'enfant, il est plus gras. Hein, les enfants, les petits, ils sont potelés. Ils sont plus gras que quand ils sont grands. Et puis, cette adiposité, donc la masse grasse est plus importante, arrive jusqu'à peu près 3 ans. Et à partir de... après, ça diminue. Et à partir de 6 ans, ça commence à... donc la masse grasse va diminuer.
Donc vous voyez les enfants qui étaient potelés au départ jusqu'à l'âge de 6 ans, ils vont s'affiner. Et puis après 6 ans, la masse grasse va se redévelopper de nouveau. Donc vous avez un rebond adipeux. D'accord? Ça, c'est un rebond normal qui arrive à peu près à l'âge de 6 ans. Maintenant, si un enfant qui fait un rebond ici, ça veut dire qu'il arrive ici à 3 ans. À 3 ans, il commence à avoir le rebond. Donc vous voyez que l'IMC décolle. Cet enfant, malgré qu'il est à l'intérieur des courbes de la normalité, il a un rebond précoce. Parce que normalement, il a droit de rebondir à l'âge de 6 ans. Là, la masse grasse a décollé à l'âge de 3 ans. Et là, le rebond adipeux à l'âge de précoce est prédictif de l'obésité à l'âge plus avancé. Donc c'est ça qu'il faut détecter. Ça veut dire qu'il faut toujours, les médecins généralistes doivent prendre un peu de temps pour mettre ce point-là sur la courbe d'IMC, et dès qu'il y a un rebond précoce, il faut commencer à s'inquiéter et mettre les mesures en place. Alors ici, cette étude-là, c'est pour vous montrer que, voilà, si l'enfant, la mère, pendant la grossesse, a été exposée à une famine, une restriction alimentaire, eh bien l'enfant a plus de chances d'être obèse que ceux qui n'ont pas été exposés, par rapport aux témoins. Alors l'allaitement maternel protège contre l'obésité, les risques d'obésité. Et on voit que, comme vous voyez, allaitement maternel moins de 3 mois, 3 à 5 mois, ou plus la durée de l'allaitement maternel augmente, plus cela protège contre le risque d'obésité après. Et alors l'apport protéique, les enfants qui mangent trop de protéines, cette étude-là montre qu'à l'âge de 2 ans, ceux qui mangent beaucoup de protéines ont plus de risques d'obésité que ceux qui mangent moins. Donc manger trop de viande, ça pourrait prédisposer à l'obésité. Alors, il est très important de prendre en charge rapidement, parce que 2 tiers des enfants obèses resteront obèses à l'âge adulte, avec un risque cardiovasculaire, mais je laisse Dr Rodier vous expliquer après. Risque cardiovasculaire multiplié par 3. Le diabète, ils ont 9 fois plus de risque d'avoir le diabète que les autres. Et également les problèmes orthopédiques, parce que les articulations pour porter plus lourd, eh ben, à la fin, ils vont souffrir. Voilà. Et comme l'incident de tout ça augmente, il est important d'avoir un programme de prévention actif et efficace. Alors, au niveau de la ville de Nîmes, depuis les années 2005-2010, il y a des campagnes pour lutter contre de sensibilisation, bien manger et bouger pour être en bonne santé. Les Limois s'engagent. Parce qu'à Nîmes, il y en a à peu près 16% de la population des enfants sont obèses, et donc on a dit à peu près 3000 enfants. Donc il y a une volonté politique pour la création d'un réseau de prévention et de prise en charge. Donc je pense que vous avez déjà vu ces affiches-là sur les murs de Nîmes. Donc le ballon pour bien bouger, et puis toutes les bonnes choses à manger autour. Alors, que recommande la haute autorité de santé? La haute autorité de santé propose que l'acteur principal, c'est le médecin de famille de l'enfant, qui doit détecter ce surpoids chez l'enfant, le rebond adiposité précoce, et puis après, il va s'occuper de cet enfant en s'aidant de diététiciennes, psychologues, kinés, etc., aussi des pédopsychiatres si besoin, parce que les enfants, ils ont une image de soi qui est parfois pas valorisante à cause le regard des autres. Voilà, et bien sûr, les endocrinologues, s'il y a des obésités, on appelle ça syndromique. Ça veut dire des maladies qui donnent de l'obésité. Et puis,
après, il peut s'aider au niveau territorial à des spécialistes de l'obésité. Hein. Souvent, c'est des hôpitaux périphériques. Et puis, en dernier recours, sur les obésités morbides, on peut référer au CHU où il y a un plateau technique et une prise en charge beaucoup plus importante. Voilà, donc la prise en charge spécialisée de l'enfant, ça concerne, on demande des diététiciens, psychologues, même assistantes sociales aussi, parce que si on préconise d'acheter des fruits ou des légumes et que la famille n'a pas d'argent, ça veut dire que quand vous préconisez quelque chose et que la famille n'est pas capable de se le payer, vos mesures sont inefficaces. Donc par exemple à Paris, il y a actuellement un projet qui est de donner les tickets de produits frais aux familles. Donc les familles, ils ont des tickets et ils peuvent échanger contre les fruits dans les supermarchés. Voilà, l'avenir, c'est un réseau ville-hôpital avec les acteurs de la ville. Il y a un réseau de coordination que tout à l'heure, Madame Vidal va nous parler de notre expérience. Hein. Et puis les associations sportives pour faire bouger les enfants, et la caisse primaire d'assurance maladie, le CHU pour les obésités importantes, voilà. Et puis l'éducation dans les écoles. Je ne parle pas encore de traitement ni de prévention parce que tout à l'heure, on fera le débat dessus. Je vais passer la parole à Dr Rodier pour les complications si on ne traite pas assez rapidement dans l'enfance. Moi, je vais faire une présentation qui sera moins scientifique. En fait, en travaillant là-dessus, je me suis dit, je vais encore répéter des choses que j'ai déjà dites un certain nombre de fois. Et donc, j'ai essayé de changer un petit peu mon angle de vue. Et vous verrez, il y a un parti pris qui peut tout à fait être contestable. Voilà. Mais j'ai voulu mettre le doigt sur des choses qui me paraissent importantes. Monsieur Tran vous a parlé du carnet de santé. Là aussi, c'est un petit coup de gueule avant de commencer. Les carnets de santé, c'est le désert. Le désert, il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Quand vous demandez, d'abord, on vous adresse un adolescent pour surpoids ou pour obésité. Vous demandez, parce que la plupart du temps il est accompagné, vous demandez à l'accompagnant le carnet de santé. Ben, je ne sais pas où il est, mais je vais le chercher, je vais vous l'envoyer. Bon, pas toujours, mais très souvent on vous l'envoie quand même. Et quand vous ouvrez le carnet de santé, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un poids, il n'y a pas une taille, il n'y a rien. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Hein. Si on veut suivre l'évolution de la croissance d'un enfant, comment le faire si on ne le mesure pas et si on ne le pèse pas? Voilà, alors, donc, je vais vous livrer, je vais me mettre là, ce sera plus commode, comme ça je verrai mes diapos en même temps, je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Accident du travail, je sais pas, j'ai signalé quand même à l'administration que j'étais là. Donc, d'abord quelques chiffres. Hein. L'obésité chez l'enfant, chez l'adolescent, c'est un facteur de risque important pour devenir obèse à l'âge adulte. Ça, vous le savez, c'est une évidence. Beaucoup de statistiques le montrent, etc. Hein. On estime que ça va jusqu'à à peu près 80%. Là, donc, j'ai mis les études de 40 à 65%, probabilité pour qu'un enfant reste obèse à l'âge adulte. Donc, vous voyez qu'une fois qu'il est obèse, pour l'instant, hein, avec les moyens que nous avons à disposition, il est difficile d'enrayer le processus. Et vous voyez d'ores et déjà où je veux en venir. Je vous le dirai à la fin quand même. Voilà, donc évidemment, M. Tran vous a listé tous les facteurs de risque. Là, c'est un peu moins nombreux, mais il faut savoir que ce risque d'obésité est d'autant plus important que l'obésité est importante elle-même, qu'elle survient tôt. Ce fameux rebond d'adiposité est important à prendre en compte, et que les parents sont obèses.
Vas-y, s'il te plaît, merci. Alors, quelles sont les conséquences de cette obésité? Les conséquences, tout d'abord, à court terme, chez l'enfant, en fait, en termes médicaux, j'entends, hein, les complications graves sont assez rares. Hein. Il faut vraiment des obésités syndromiques, des obésités vraiment massives pour avoir des complications du type des cardiomyopathies, pancréatite, apnée du sommeil, etc. Par contre, on retrouve des complications moins rares pour des obésités moins graves, et c'est surtout donc les atteintes orthopédiques dont on a déjà parlé, le genou valgum, la scoliose, les lyses de la tête fémorale, etc. On a aussi d'ores et déjà, dès l'enfance, dès l'adolescence, la dyspnée d'effort. Et puis aussi une maladie qu'on liste aussi là, je sais pas, j'avoue que j'étais un peu surpris, mais on parle aussi d'asthme beaucoup plus facile chez les sujets obèses. La relation entre les deux m'échappe un peu, mais peut-être que vous pourrez nous en dire un mot tout à l'heure. Plus tard, ce sera les maladies cardiovasculaires, mais il faut savoir que la prédisposition à ces maladies, elle existe dès l'enfance. On a des travaux là-dessus qui sont très, très précis, très, à mon avis, assez peu contestables. Hein. Donc, la tension artérielle monte un peu, le cholestérol monte un peu, tout ça c'est dans la normale. Mais si vous voyez, c'est toujours, tout est un peu plus haut. La glycémie est aussi un peu plus haute, etc. Donc, on prédispose ces gens-là aux maladies cardiovasculaires. Enfin, l'obésité, pardon, prédispose ces gens-là aux maladies cardiovasculaires. Et aux maladies métaboliques que sont les dyslipidémies, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, dyslipidémie mixte, etc. Prédisposition aussi au diabète. Hein. Vous savez que le diabète dit de type 2, diabète de l'adulte, est quelque chose qu'on retrouve maintenant chez les adolescents massivement obèses. Hein. On en voit en France assez rarement, on en voit beaucoup plus aux États-Unis à l'heure actuelle, mais les courbes sont en nette ascension. La stéatohépatite alcoolique, ou non, plutôt non alcoolique, excusez-moi, c'est une complication en fait de la surcharge graisseuse du foie. Et cette atteinte hépatique peut survenir de façon très très précoce, et c'est aussi un marqueur de risque cardiovasculaire. Puis à côté de ça, en fait, on a d'autres troubles. On a des troubles de la puberté, ou des aménorrhées, ou des précocités pubertaires, etc. On a aussi très souvent sur ce terrain des syndromes d'ovaires polykystiques. Hein. Et puis à terme, on se retrouve aussi avec des problèmes d'infertilité liés peut-être aux perturbateurs endocriniens ou modification en fait du stockage d'un certain nombre de produits dans la graisse. Enfin, il y a le retentissement que vous connaissez tous, le retentissement psychologique. Hein. L'obésité conduit bien souvent à une mésestime de soi. Hein, donc une impression d'être incapable, hein, et ça poursuit les gens toute leur vie, vous allez voir dans ce que je vous présentais précédemment. Ça s'accompagne donc aussi cette impression d'incapacité, et donc les gens sont timorés, mal à leur place, et donc il y a un rejet souvent de la communauté qui les accompagne, notamment dans le milieu de l'enfance et de l'adolescence. Et puis derrière tout ça, se profile le spectre de la dépression. On peut aller plus loin, s'il te plaît, merci. Alors voilà, donc c'est ce qui a déjà été dit, hein, retenir que si vous n'en êtes pas encore convaincu que l'obésité est réellement une maladie, hein, si elle apparaît tôt, elle fait le terrain de la maladie chronique, et de maladies chroniques graves qui, on le verra tout à l'heure, ont un coût très important. Maladies graves, l'insuffisance cardiaque bien sûr, mais les maladies coronariennes dont le risque est multiplié par 3, le diabète par 5 ou par 9, ça dépend des statistiques, etc. Peu importe. Mais là vraiment vous voyez que le fait d'être obèse dans l'enfance est un critère de risque, un critère de risque important pour avoir ces maladies un peu plus tard dans la vie. On observe aussi une surmortalité chez les enfants et adolescents obèses, et notamment on l'observe plus particulièrement chez les individus de sexe masculin. En fait, le raccourcissement de la durée de vie en fait est moins retrouvé chez les femmes, qui par contre sont gênées par des pathologies articulaires qui sont souvent au premier plan, et aussi bien sûr une diminution de la qualité de vie.
Alors, on aborde notre sujet, donc j'ai essayé de m'intéresser à d'autres choses de la médecine, mais en fait, l'état de santé, c'est un tout, hein, comme le dit l'OMS, c'est pas que le fait de ne pas avoir des maladies, hein, il faut être heureux, se sentir bien, etc. Et donc, dire un petit mot de la réussite scolaire. Réussite scolaire, ben, si vous voulez, c'est un sujet qui... j'ai pas trouvé beaucoup d'études vraiment scientifiques sur ce sujet-là. Peut-être que j'ai pas cherché au bon endroit, peut-être que j'ai pas cherché assez longtemps, mais enfin, ça fait surtout en fait la une de la presse, etc. Et il y a quelques études, vous allez voir, qui sont quand même intéressantes. Et donc là, j'ai cité simplement cet article de Marc Dupuis dans Le Monde Éducation pour souligner le fait que ce journaliste insistait sur le caractère discriminant de l'obésité, hein, qui est les malades qui sont les enfants et les adolescents qui sont atteints d'obésité sont évidemment soumis à un regard qui est le plus souvent désobligeant, à des insultes, à des phénomènes de rejet, etc., qui ont inévitablement des répercussions sur leur comportement, qui les enferment un petit peu dans leurs troubles du comportement alimentaire, qui les referment sur eux-mêmes et qui ont un impact sur leurs résultats scolaires. Et si vous voulez, ce que voulait dire le journaliste, surtout, c'est qu'en fait, les éducateurs devaient être particulièrement attentifs à tout ça. On devait les former à tout ça pour essayer de repérer cette obésité, non seulement comme la cause de ces difficultés scolaires, mais aussi en fait comme la conséquence en fait d'une situation anormale ailleurs. Donc l'idée, c'est de dire que l'obésité est un symptôme. Ça témoigne d'un dysfonctionnement quelque part de l'enfant, soit lié à son environnement immédiat, soit lié à son état psychologique, etc. Et qu'il fallait beaucoup s'en méfier. Toujours dans le même cadre, ça c'est une étude donc que j'ai retrouvée qui n'est pas une étude française, hein, mais qui a été faite donc, chez des adolescents à 11, 13 et 16 ans. Et on a fait un certain nombre de tests scolaires. Et donc, on a pris en compte évidemment les facteurs confondants habituels, le niveau socio-économique, la santé mentale, le QI, etc. Et donc, dans cette population, dont 72% environ avaient un poids normal, hein, 13% étaient en surpoids et 15% obèses, on a trouvé des niveaux scolaires inférieurs sur les matières de base, comme l'anglais, les mathématiques, etc., chez les garçons et chez les filles, à tous les âges où la cohorte a été testé. Et donc, si vous voulez, je trouve que là se dessine déjà en fait le devenir de l'adolescent au cours de sa vie adulte. Hein. Et c'est ce que j'ai mis en bleu foncé. Hein. L'auteur insiste sur l'impact éducatif et économique de l'obésité tout au long de la vie. Il y a des conséquences à être obèse tôt dans la vie. Il y a des conséquences non seulement en termes de santé, mais en termes aussi de vie tout court. Voilà, et donc là, j'enfonce un petit peu le clou, si vous voulez, pour prendre le problème à l'envers. Si on regarde un petit peu les chiffres d'obésité, mais on se rend compte, notamment dans l'étude OBEPI, qui est en fait le registre de l'évolution de l'obésité qui existe depuis 2006, hein, qui a été mis en place grâce à l'aide du laboratoire Roche, à l'époque où ils avaient un médicament qui était censé traiter l'obésité, hein, mais quoi qu'il en soit, bon, le travail est fait, il continue, hein, donc on peut quand même les remercier pour ça. Et donc on s'est rendu compte, si vous voulez, que l'obésité était à peu près 2 fois plus fréquente chez les artisans, les commerçants, les ouvriers, les employés, que chez les cadres supérieurs. Bon. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, si l'augmentation de la prévalence de l'obésité a été constatée entre 2006 et 2012 sur la France, cette augmentation, elle a été retrouvée dans toutes les couches sociales, mais elle est moins importante, en fait, dans les catégories dites supérieures. Ensuite, si on s'intéresse aux revenus par foyer, et si on regarde donc le nombre d'obèses en fonction du revenu, ben on se rend compte qu'il y a des différences qui sont évidemment très très importantes, puisque près d'un obèse sur 2 vit dans un foyer avec un revenu mensuel inférieur à 1 200 €, contre 7% dont le revenu est supérieur à 5 000 €.
Enfin, si on s'intéresse aussi au niveau d'instruction, donc école primaire versus diplômé du 3e cycle d'études, et bien là on se rend compte aussi qu'il y a des différences très importantes en termes de prévalence de l'obésité. Alors l'obésité, évidemment, c'est quelque chose qui est source de discrimination, hein, on le voit et on va le voir au travers de cet exposé, hein, et donc il est évidemment important de lutter contre ça, mais quel meilleur moyen de lutter contre ça que de l'éviter et de le prévenir. Ça sera vraiment, à mon avis, la conclusion de mon intervention. Diapositive suivante. Là, c'est un sondage de l'IFOP qui a été fait en 2014, qui a été demandé donc par l'Organisation internationale du travail et le Défenseur des droits, donc en France. Donc ça a été mené sur 1000 salariés, qu'ils soient publics ou privés, d'accord. Dans cette enquête donc qui avait été faite auparavant, on a montré donc il y avait une augmentation très nette du sentiment de pouvoir être victime de discrimination. Et en particulier, les femmes étaient retrouvées comme étant vraiment plus sujettes à cela. D'autre part, il est noté aussi dans ce travail que les discriminations sont plus importantes dans les grosses boîtes, type, je sais pas, Hôpital Carremo par exemple, que les PME où il y a 10 ou 20 personnes qui travaillent. Alors, quelles sont les catégories les plus discriminées? Bon, en premier, ce sont les femmes enceintes. Hein, évidemment, c'est quelque chose qui, vis-à-vis du travail, est assez mal vu. Hein. C'est quelqu'un qui va pas travailler pendant 9 mois, plus le reste après. Vous le savez mieux que moi. Ce sont aussi les personnes âgées. On retrouve ça dans les courbes du chômage. Et puis, en troisième position, sont les personnes obèses. C'est les personnes obèses qui subissent le plus de discrimination au travail, d'après cette enquête. Et ensuite, après, les personnes handicapées. Voilà. Et après, les critères liés, évidemment, à la nationalité et au lieu de résidence. Voilà. Alors que vous savez que c'est puni par la loi. Hein. Et la loi, je ne sais pas, je l'ai marqué parce que j'étais incapable de m'en souvenir, mais vous voyez les chiffres là. Donc c'est puni et normalement c'est puni sévèrement. Malgré tout, donc ça reste quelque chose qui est très très fréquent. On peut avancer, s'il te plaît, merci. Alors pourquoi cette discrimination vis-à-vis de l'obésité? Ben parce qu'en fait, ce qui est mis en avant à la suite de ce travail, c'est tout d'abord l'apparence physique. Hein. C'est-à-dire que, si vous cherchez un boulot de représentant, vous êtes censé représenter votre boîte. Et donc, l'acceptation sociale de l'obésité étant ce qu'elle est, évidemment, l'image donnée par le représentant ne serait peut-être pas la meilleure. Voilà. Le deuxième point, ça c'est donc l'image que peut donner l'obèse dans la société. Le deuxième point, c'est l'obèse est un malade en devenir. Et donc c'est quelqu'un qui va poser problème à un moment donné. Et puis, en plus, si vous voulez, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance dans la mesure où il est obèse et qu'il ne fait rien pour se soigner? Parce que c'est de sa faute, automatiquement, s'il est obèse. Hein, donc là, évidemment, ne prenez pas au premier degré ce que je vous dis quand même. Voilà. Donc tout ça explique cette discrimination et en fait, et la fréquence de cette discrimination ne donne pas pour autant lieu à des plaintes importantes. Comme si en fait, c'était quelque chose d'accepté par tout le monde. Les malades obèses, en fait, ont une telle piètre image d'eux-mêmes qu'ils acceptent cette discrimination et qu'ils n'en font pas état, qu'ils ne revendiquent pas ça. En plus, souvent, la discrimination n'est pas strictement volontaire. C'est... J'ai vu des topos où des candidats donc, à un job qui avaient un CV qui était strictement identique et donc on leur répondait qu'on voulait les voir, etc. Et comme par hasard, celui qui était obèse, lorsqu'il avait été vu par le recruteur, n'était pas retenu. Il n'était pas retenu simplement, pas forcément par méchanceté, etc., mais parce que on est conditionné aussi à voir les gens obèses, les voir différemment et comment dire, et avoir une relative mauvaise impression de ce physique. Diapositive suivante.
Voilà, alors ça, je l'ai traduit, le titre, hein, La Grèce ne paie pas. C'est un travail suédois qui est relativement récent, d'un journal qui a une certaine tenue. Et donc, vous voyez sur la partie droite de la diapositive l'évolution. Donc, d'une part, en ordonnée, vous avez les gains, et puis en bas, vous avez le BMI, c'est-à-dire l'index de masse corporelle dont on vous a parlé tout à l'heure. Et vous voyez que plus l'index de masse corporelle est élevé, moins les gens gagnent d'argent. Diapositive suivante. Les Suédois ont essayé de quantifier ça en termes d'années d'études. Et globalement, si vous voulez, dans leurs statistiques, une année d'études supplémentaire permet un gain moyen en termes d'argent, hein, de 6%. Et donc, en fait, le fait d'être obèse dans cette étude fait que pour gagner le même salaire, il faut avoir fait, théoriquement, bien sûr, 3 années d'études supplémentaires. Voilà. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, cette perte de salaire, elle n'est pas liée simplement à l'impression que donnent les malades aux recruteurs, aux sergents recruteurs, etc. On s'est aperçu aussi en faisant des tests, des scores de mémoire, d'attention, de logique, de raisonnement, etc. On s'est aperçu qu'en fait, les personnes obèses avaient un niveau de compétence moins important. Là, évidemment, ça pose question. Et donc, ce que dit l'auteur, c'est qu'en fait, ces performances sont moins bonnes, probablement, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de relier les deux choses, probablement parce que ces gens ont été en situation de stress, en situation d'infériorité pendant des années, etc. Et cette faible estime de soi a un retentissement certainement sur leur capacité à venir. Voilà. Enfin, donc, c'est ma dernière diapositive pour vous dire qu'en fait, l'obésité est un véritable fléau en termes de santé publique. Hein. C'est un fléau individuel, mais c'est aussi un fléau sociétal. Hein. Actuellement, on estime, bon alors là les chiffres sont différents, mais enfin bon, j'ai choisi cela, peut-être ils sont certainement contestables. Donc le coût annuel direct, hein, c'est-à-dire le prix des dépenses médicamenteuses, des dépenses en termes de santé, pas le coût indirect, c'est-à-dire pas l'absentéisme, hein, il faut bien faire la séparation des deux, ça correspond à 10 milliards d'euros, soit 6% des dépenses de santé. Voilà. Et si l'obésité, donc l'épidémie d'obésité continue à croître, si les coûts d'obésité restent donc pour un individu les mêmes, si vous voulez, on aura évidemment un impact de plus en plus lourd sur les finances de la sécurité sociale. Et à titre d'exemple, si vous voulez, si on estime le doublement de la prévalence de l'obésité en 2020, et ben à ce moment-là, le coût de l'obésité pourrait alors représenter le double des dépenses actuelles. Et donc un budget qui sera de l'ordre de 20-22 milliards d'euros. Ce qui est intenable à terme. Ce qui nous amènera certainement à réviser nos modes de remboursement. Voilà. Donc tout ça cette partie-là m'a un peu intéressé parce qu'elle renouvelait un petit peu le discours strictement médical que j'avais pu avoir jusqu'à présent. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, c'est quelque chose de grave, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société. Et donc c'est pour ça tout à l'heure que j'étais un peu navré qu'il n'y ait personne à cette conférence, que les différents responsables éducatifs, etc., de quartier, ne soient pas là pour interroger la ville sur ce qui est fait, pour essayer d'aider les gens à prévenir cette véritable épidémie. Donc ça, c'est le premier point. Hein. Le deuxième point, c'est que de toute façon, si on n'enraye pas le phénomène, eh ben, il y aura certainement un changement dans les modalités de prise en charge, notamment des affections longue durée, hein, dont le coût est en train vraiment d'exploser. Voilà, merci.